Le Covid qu'on a maintenant, ce n'est pas du tout celui qu'on avait il y a 4 ans. Ce n'est pas le même du tout. Nous, on l'a suivi au fur et à mesure, on peut dire, dans ce que moi j'appelle le génome majoritaire, c'est-à-dire celui qui est le plus représentatif, eh bien, il y a eu en moyenne, et donc les virus se recombinent aussi. Donc nous, on l'a vu avec le Covid, mais on l'avait vu avec la poliomyélite, on a publié ça, un recombinant entre le virus vaccinal et un entérovirus, ce sont des virus très proches, moitié-moitié. C'est pas en foutant ça chez la souris que vous allez savoir que ça fout une épidémie chez l'homme, c'est idiot. Donc c'est intéressant, mais ça n'explique pas une chose, c'est quand on a commencé à faire de la génétique, on s'est rendu compte que les infections urinaires, tenez-vous bien, sont épidémiques. D'accord ? Donc les gens ont commencé à faire des séquences là-dessus, ils ont commencé à faire des séquences, oui, c'est une épidémie. Et donc comment on explique une épidémie d'infections urinaires chez les humains ? Donc on est des êtres viraux aussi. Ah, on est plein de virus. Alors, toute l'histoire avait commencé, j'étais parti de Craig Venter. Ma pensée fait des bons. Craig Venter, c'est un mec génial, et puis il séquence une bestiole qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle a à voir avec ce qui était le berceau de toute ma base scientifique, qui est les bactéries intracellulaires. Et il y a des bactéries intracellulaires chez les vers qui donnent une maladie parasitaire qui s'appelle la filariose, qui donne l'éléphantiasis. Ouais. Et ces vers sont indispensables, sont les symbiontes, sont indispensables aux vers. D'accord ? Ils le fournissent probablement en vitamine B. Très bien. Craig Venter, quand il a sa machine, il commence à séquencer, et puis les gens lui envoient des projets. Moi, j'ai fait un papier avec Craig Venter, je suis très content. On a fait la séquence du génome du poux ensemble, qui est une bestiole qui m'intéresse beaucoup pour les épidémies. Et donc, il séquence un de ces vers, qui s'appelle Brugia maladi, qui est un ver de filariose, et il publie le génome de ce ver. Je ne sais pas si c'est nature ou science, mais chaque fois, à l'époque, c'était ce niveau-là, à chaque fois. Très bien. Ce ver, il est connu comme étant infecté par une des rickettsi, qui s'appelle Wolbachia. Très bien. Et 2 ans après, il publie un deuxième papier rectificatif en disant « Écoutez, on s'est trompé. Dans ce génome, en réalité, quand on a fait les séquences, on a trouvé les séquences de Wolbachia. On sait que Wolbachia est un parasite de ce ver, un symbionte. Et donc, on a enlevé toutes les séquences de Wolbachia dans la construction du génome. Mais en réalité, elles faisaient partie du génome, parce qu'on avait trouvé, en faisant l'analyse, il y en a un qui était plus malin que les autres, qui a eu un doute, on a trouvé qu'il y avait des séquences qui comprenaient à la fois Wolbachia et le ver. Donc, ils ont revérifié, ils ont trouvé qu'il y avait 5% du génome de Wolbachia qui était intégré dedans, à différents endroits. Bien sûr, ils changent la bestiole. Et puis après, ils ont testé, et d'autres ont testé toutes les bestioles qui étaient connues pour être infectées par Wolbachia. Et dans les araignées, par exemple, il y a 80% du génome de Wolbachia qui est intégré. D'accord ? Donc le phénomène, ça disait 2 choses. On pouvait passer complètement à côté parce qu'on allait l'enlever comme une contamination. Et donc le phénomène de transfert de gènes, quand vous arrivez à rentrer dans les cellules, c'est une chose extrêmement banale, extrêmement commune. Et tout ça, on aurait dû le savoir, là aussi, surtout moi. La première évidence que Darwin a raconté les conneries, la première de toutes, ce sont les mitochondries. Vous savez pas ce que c'est les mitochondries ? Mitochondries, c'est petits organites qui sont dans les cellules et qui permettent aux cellules de respirer. C'est elles qui traitent l'oxygène. Ce qui pose une question bizarre, d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui existait ? Très bien, moi je comprends qu'une bactérie est rentrée et qu'elle est devenue un symbionte et qu'après elle a été stabilisée. Très bien. On sait que chez un certain nombre d'espèces, les séquences de la bactérie qui est devenue la mitochondrie sont rentrées dans le génome, on le sait. Donc ce n'est pas une surprise que les bactéries allaient dedans. Mais on n'avait pas fait le lien. On a dit, la mitochondrie, c'était tellement contre la théorie, parce que ça fait très longtemps, depuis les années, je sais pas, 20, 30, depuis qu'il y a une microscopie électronique, on sait qu'il y a des mitochondries. Donc comment
on est resté aveugle à l'impossibilité de l'arbre darwinien, c'est-à-dire de l'origine unique, alors qu'on l'avait sous les yeux depuis 70 ans quand même. Hein. C'est terrible l'aveuglement. Hein. Et donc, et ces mitochondries, très bien, justement, elles ont des parents communs avec les rickettsi sur lesquels j'ai passé ma vie à travailler. Et non seulement ça, mais on a publié un très beau papier un très très beau papier sur les mitochondries, mais les mitochondries elles-mêmes sont des mosaïques dans lesquelles on trouve un peu de toutes les bactéries qui ont l'habitude de vivre dans les cellules, dans lesquelles il y a des Wolbachia, dans lesquelles il y a des rickettsi, dans lesquelles il y a voilà. Elle-même, parce que quand il y a une autre bactérie qui rentre, et bien de temps en temps, elle échange des gènes avec elle. Et donc cet échange de gènes qui se fait est une chose qui est extraordinairement commune. J'interromps un instant cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le petit pouce levé qui se trouve sous la vidéo. C'est pas grand chose, mais ça nous aide à faire connaître nos contenus auprès d'un plus large public. Voilà, merci beaucoup pour votre aide et maintenant, reprenons notre vidéo. Donc il suffit, c'est comme pour, je vous disais, les Néandertals et les Cro-Magnons, il suffit qu'ils se rencontrent pour qu'ils se mélangent. Et donc tout ce qu'il faut, c'est si vous faites rentrer de l'ADN dans une cellule, eh bien la chance que ces gènes s'intègrent dans la cellule n'est pas négligeable. Pour savoir si c'est transmissible, il faut que ça aille jusqu'aux cellules germinales pour que ça puisse être transmissible et que ce ne soit pas mortel. Oui, mais si vous voulez, la reconfiguration des génomes est un élément permanent. D'accord ? Donc ça, c'est une chose, très bien, on a compris, les virus peuvent faire ça. Ces séquences-là, dont on ne sait pas d'où elles viennent, qui représentent toute l'innovation génétique. En réalité, les Tischbuk, c'est toute l'innovation génétique. Et on voit bien que plus les êtres sont complexes, plus la proportion de non-gènes est importante. D'accord ? De séquences répétées est importante. Donc ceux qui ont le plus, après, c'est je sais pas, les mammifères, les grands arbres, après les plantes, après voilà, les arthropodes, et puis après les bactéries qui en ont très peu. D'accord ? Donc c'est intéressant. Les virus aussi se recombinent. Hein. Nous, on a une autre grande dispute sur le virus de la... Je pense qu'ils sont... C'est Bill Gates, c'est un fou ce mec, hein, qui veut absolument éradiquer, non pas la poliomyélite, mais le virus de la poliomyélite. Les virus sont plus malins que lui. Et donc les virus se recombinent aussi. Donc nous, on l'a vu avec le Covid, mais on l'avait vu avec la poliomyélite, on a publié ça, un recombinant entre le virus vaccinal et un entérovirus, qui sont des virus très proches, moitié-moitié. Qu'est-ce que ça donne, ça, comme virus ? C'est de la folie de lancer des centaines de millions de doses de virus vivants dans un intestin dans lequel il y a des virus proches. Et maintenant, on est au point où on a 10 fois plus de virus d'origine vaccinale, de poliomyélite d'origine vaccinale, que de poliomyélite d'origine naturelle, quand même. Hein. Ça, c'est merci Bill Gates et l'OMS aussi. Hein. C'est une chose absolument épouvantable. Hein. Donc le vaccin va permettre finalement au virus de muter, de se transformer ? Ah non, on l'a fait. Le vaccin, c'est l'obtention d'un virus muté au laboratoire. Oui. Et c'est la grande expérience de Pasteur sur la Pasteurella et le choléra des poules. C'est le premier. Voilà. Quand on le sous-cultive, il change, il s'adapte à son nouvel écosystème, et quand il est adapté à son nouvel écosystème, il est plus compétent dans le système préalable. D'accord ? C'est clair, ça ? Voilà. Lui, il avait découvert ça sur le choléra des poules, qui est une maladie qui était très importante chez les poules à l'époque. La même démonstration a été faite par Sabine pour le virus de la poliomyélite. On cultive le virus de la poliomyélite au laboratoire, et hop, une fois qu'on a le virus de la poliomyélite, on le donne aux hommes et il ne donne plus la poliomyélite. Sauf que, s'il reste comme ça, mais les virus ne sont pas stables. Ça, c'est un autre mythe qu'il faut sortir de la tête des gens. Un virus n'est pas un objet. C'est un truc qui bouge, qui change, qui se marie, qui se transforme. D'accord ? Ce n'est pas un objet. Le Covid qu'on a maintenant, ce n'est pas du tout celui qu'on avait il y a 4 ans. Ce n'est pas le même du tout. Nous, on l'a suivi au fur et à mesure, on peut dire, dans ce que moi j'appelle le génome majoritaire, c'est-à-dire celui qui est le plus représentatif, eh bien, il y a eu en moyenne une mutation tous les 15 jours. Donc, vous voyez, sur 4 ans, ce que ça fait. C'est énorme. C'est plus le même, du tout. Il ne donne pas les mêmes signes cliniques, il n'a pas la même épidémiologie. Donc, quand les gens disent ça, mais c'est difficile. Alors, déjà, que c'est difficile d'expliquer aux gens ce qu'ils ont sous les yeux,
de leur expliquer la science, alors c'est impossible, ils ne peuvent même pas comprendre ce que je dis. Moi, j'ai l'impression de parler une langue étrangère, de venir d'une planète exogène. C'est même pour ça que j'avais fait ma chaîne qui s'appelle « On a le droit d'être intelligent », c'est parce qu'avec l'accélération des outils et des connaissances depuis le 21e siècle, si vous voulez, le trou qui s'est creusé entre les pseudo-scientifiques, les gens qui ont fait des études de sciences ou de médecine il y a 20 ans, et nous, c'est monstrueux déjà entre ce qu'on fait nous et des gens qui font encore de la science maintenant. Vous imaginez si le représentant de la paléontologie ne sait même pas que les hommes sont des mixtures entre les hominidés, vous vous rendez compte le gap qu'il y a, le trou monstrueux qu'il y a. Et c'est très complexe du coup, parce que les types disent, mais les autres ils disent pas ça, mais je m'en fous, moi je ne discute pas avec les autres, je fais de la science, je ne suis pas là pour faire des discussions de bistrot. Ou vous m'invitez pour que je vous explique, mais je ne vais pas discuter de science avec qui que ce soit dans mon domaine. Enfin, vous êtes de fous. Vous voyez où j'en suis. Je ne veux pas parler avec vous. Je ne parle pas avec vous. Je ne vais pas parler avec un type qui va me dire ce qu'il a appris dans ses études de médecine il y a 20 ans, quand moi je faisais les cours. Parce que je sais que ce que moi je lui enseignais, c'était faux. C'est ce que je disais, moi, quand je faisais mes cours. Je disais, vous savez, je commençais, la première fois que je faisais une cours à une année, je disais, voilà, tout ce que je vous dis n'est pas vrai. Voilà, c'est faux. Parce que déjà, si je vous disais tout ce que je sais, vous n'y comprendriez plus rien. Donc il faut commencer par vous dire des choses très simples pour que déjà vous arriviez à avoir une architecture, et on verra à complexifier. Et puis d'autre part, moi ce que je sais, je ne suis pas Dieu pour savoir tout ce qui se passe. Donc dans 10 ans, on va inventer une quantité de choses. Donc ce que je vous dis maintenant n'est pas la vérité. C'est un point simplifié de la connaissance que l'on doit vous transmettre. Et qui plus est, je leur disais, si je vous disais ce que je sais, vous rateriez votre concours parce que ceux qui vous corrigent ne le savent pas. Finalement, voilà, le but du scientifique, c'est pas de prouver ce qu'on croit déjà savoir, mais au contraire, c'est de prouver que ce qu'on croit savoir n'est pas vrai et qu'on peut redécouvrir de nouvelles choses. Je ne sais pas si les scientifiques ont un but. Moi, avec le temps, si vous voulez, je me suis demandé qu'est-ce que c'est qu'un scientifique. Un scientifique, les scientifiques que j'aime moi, c'est les gens curieux. Voilà, c'est curieux. La science, ça n'est que la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça marche? Voilà, c'est ça la science. Et quand on transforme ça, j'en ai vu beaucoup de mes amis, de gens que j'ai respectés, hein, qui sont rentrés soit dans la course aux honneurs, en voulant, moi je fais partie d'aucune académie, je vous promets qu'on m'a demandé si je voulais rentrer dans l'académie. Je ne veux pas, je pense qu'il y a un temps pour tout, c'est pas mon truc, je ne cours pas après la gloire, je suis content, en France dans mon métier on est bien payé, donc je suis bien payé. Je ne cherche pas à devenir milliardaire, je ne sais pas à quoi ça sert. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, quand on a un milliard, je ne sais pas ce qu'on en fait, à part des bêtises, je ne vois pas à quoi ça sert. Donc, si j'arrive à satisfaire ma curiosité, je suis content. Si je trouve quelque chose, si je vois quelque chose, et que j'ai l'impression que je suis le premier à le voir, là, je suis fier comme tout. Parfois, je me trompe, il y a un cerveau qu'il a déjà trouvé à l'autre bout du monde, mais je ne le savais pas, je le trouve. Il y a quelqu'un qui a pensé avant. Mais mon plaisir, c'est ça, si vous voulez. Je joue pas, je fume pas. Donc j'imagine que c'est la joie du joueur. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit être comparable, si vous voulez, comme sensation. Vous voyez, le type qui touche le gros lot, il doit avoir la même sensation que moi quand je trouve quelque chose. La plupart du temps, moi, 99% des choses que j'ai trouvé beaucoup de choses. Moi, je suis plus un trouveur, un découvreur qu'un chercheur. Hein. C'est des choses où j'aurais pas pu écrire un projet là-dessus parce que quand j'ai écrit les projets, personne ne me les a financés. Je me suis dit, mais attendez, vous allez à la pêche? Je dis, c'est vrai. Je sais que personne n'a regardé là. Je sais que c'est des nouveaux outils et que personne ne pouvait regarder. Donc je vais aller regarder là-dedans. Et comme le monde est ce qu'il est, je suis sûr qu'on va trouver une quantité de choses qu'on ne pouvait pas connaître puisqu'on n'a ni les outils, ni l'endroit où regarder. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc je ne sais pas. Moi, les plus grandes découvertes que j'ai faites, je ne les ai jamais cherchées. Je les ai trouvées. Voilà. Parce que je suis plus un explorateur. Et d'ailleurs, j'expliquais ça au début du XXe siècle en disant, vous savez, il faut que vous changiez complètement, microbiologiste, hein, il faut que vous changiez complètement votre perception de la recherche. On est à l'époque de Christophe Colomb. C'est cette époque-là. On n'est pas à savoir ni pourquoi, ni même comment dans le détail, parce qu'il nous manque trop de paramètres, mais en revanche, on a le monde à découvrir. Et depuis, à l'époque, vous voyez,
où je disais ça, on me disait le monde était simple, il y avait les bactéries, les archées et les virus. C'était simple, les pays eucaryotes. Nous, on travaille, on n'a pas été les premiers à les trouver, c'est les environnementalistes qui l'ont trouvé, sur quelque chose qu'on appelle les CPR, qui sont des trucs qui ont la forme de bactéries, mais une origine génétique et une vie complètement différente, qui sont sur la Terre, découvertes au XXIe siècle, aussi nombreuses que les bactéries. Mais nous, on a été les premiers à le trouver dans le corps humain, partout. Premier au monde. Il y a, alors ça c'était un truc, après à côté des archées, il y a des gens qui avaient trouvé qu'il y avait des... C'est des symbiontes, c'est-à-dire qui vivent, enfin c'est les parasites de bactéries. C'est un peu plus petit que les bactéries, c'est les parasites de bactéries. Elles sont aussi nombreuses, aussi variées, aussi complexes que les bactéries. On a trouvé des nano-archées qui sont pareil, des symbiontes d'archées. Mon collègue Michel Lancourt était le premier à cultiver un symbionte, un nano-archée au monde. Donc tout ça, ça n'existait pas au XXIe siècle. Les virus géants, on a découvert ça, a publié ça en 2001, ça n'existait pas au XXe siècle. Donc toute cette partie du monde, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être les 2/3 des micro-organismes dans le monde, étaient totalement inconnus au XXe siècle. C'est terrible. Et je ne veux pas parler des virus. Alors, encore une autre bande à trouver. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on ne pouvait ni prévoir ni organiser les trucs, il fallait être pragmatique, s'occuper des choses avec les outils qu'on avait, sans penser que les nouvelles inventions de l'industrie pharmaceutique étaient meilleures que ce que les plantes, les animaux, les humains avaient découvert depuis des centaines d'années. Donc c'est fascinant. Par exemple, la plus grande découverte thérapeutique des dernières années, c'est quand même découvert par le docteur Yu Yu, qui est une chinoise qui vivait du temps de Mao et qui a pris un extrait de plante qu'on utilisait depuis 2000 ans pour traiter les fièvres quand même. Hein. C'est pas Pfizer ni Bayer qui a inventé ça, eux, ils n'ont rien inventé du tout. Hein. Oui, c'est l'armoise. Hein, okay. Ouais. Donc, si vous voulez, il faut être modeste. La proportion de ce qu'on connaît est très faible. Et nous, le dernier truc sur lequel on travaille, là, un des derniers, c'est les viroïdes, c'est-à-dire un truc qu'on ne savait pas nommer, c'est-à-dire ce que je vous ai décrit comme tige boucle. Ça donne des maladies. Pour l'instant, ce que l'on connaît comme maladie, c'est des maladies des plantes. Ça donne des ravages chez les plantes. Tabac, tomate, des ravages. Et c'est juste une tige boucle, c'est tout petit, ça fait 300 bases, hein, c'est tout petit. Et donc ça, c'est les plus petits organismes transmissibles, c'est incroyablement transmissible, qui donnent des maladies. C'est des morceaux d'ARN, donc de trouver de l'ARN isolé dont on ne connaît pas les séquences, c'est un défi absolument inouï. L'ADN, c'est facile, hein, on a les séquenceurs pour ça, c'est facile. Hein. L'ARN, c'est inouï. Donc jusqu'à présent, jusqu'à un passé récent, on pensait au moins jusqu'au XXe siècle, pendant tout le XXe siècle, que les viroïdes n'existaient que chez les plantes. Chez les plantes, c'était facile, parce que ça donne des taches sur les plantes, d'accord. Donc si on prenait une plante dans la tache et pas dans la tache et qu'on comparait, on voyait qu'il y avait plein de ces tiges boucles d'ARN. Donc c'était facile. Mais chez les hommes, si ça ne donne pas les symptômes visibles, comment on fait pour trouver ça? D'accord. Bien, le premier, c'était un truc qui était bizarre, qu'on appelait l'agent delta, parce qu'on ne savait pas comment l'appeler, qui donne des cancers de l'estomac chez des gens qui ont déjà une hépatite B, d'accord, et qui est transmis apparemment essentiellement par injection, d'accord. Et puis il y en a un deuxième, qui s'appelle obélisque, mais SK, qui vient d'être découvert, et on trouve qu'il y a 15% des hommes qui ont ça dans leur microbiote. Attendez, ça a moins d'un an, hein. D'accord. Les tiges boucles, ça a moins d'un an, ça. Est-ce que ça va rentrer dans les génomes? Est-ce que ça va changer quelque chose? Si ça change quelque chose, ça c'est un point. Donc le monde du transmissible nous était inconnu à 80% avant qu'on arrive au XXIe siècle. La deuxième chose, c'est on sait que tout ça peut s'intégrer. La troisième chose, c'est qui est intéressante dans l'histoire chaotique, c'est que pour pouvoir avoir une épidémie, il faut réunir quelques éléments, pour ce qu'on connaît. Il y aura peut-être d'autres formes d'épidémies, mais pour l'instant, dans toutes les épidémies que je connaisse,
Moi, vous savez, je ne suis pas un débutant sur les épidémies, hein, ça fait 40 ans que je fais ça, les épidémies. J'ai été... Si le gouvernement m'a négligé, il faut savoir que l'URSS m'a invité officiellement à faire l'investigation d'une épidémie en 88, et aux États-Unis, on m'a invité officiellement au NIH pour évoquer la possibilité des épidémies des bactéries sur lesquelles je travaille, payées par le gouvernement américain. Donc, les épidémies, ça fait un moment que il y a à peu près tout le monde qui le sait. Il y a juste quelques journalistes français qui ne le savaient pas. Mais à part ça, si vous voulez, tout le monde le sait. J'étais l'homme le plus connu des épidémies. Donc, pour avoir une épidémie interhumaine, donc la plupart du temps, les choses se sont passées jusqu'à maintenant. Ça va changer, je pense que ça va changer. Et les épidémies, les microbes se développaient chez les animaux, parce qu'ils ont leurs propres microbes, et nous, on a les autres. Les nôtres, on les a domestiqués dans l'ensemble. D'accord ? Quand on cohabite pendant un certain temps, eh bien, il y a une cohabitation qui fait peut-être que ça nous cause quelques ennuis, mais pas d'une manière très significative. Ça ne nous empêche pas de nous multiplier. Mais quand on reçoit celle de bestioles, d'abord, alors la variabilité qu'il existe, on va voir chez les animaux, peut être extrêmement grande. Et donc, de temps en temps, on est affecté par un microbe, un virus d'un animal, et ça s'appelle une zoonose. Au début, c'est un cas unique, la brucellose. C'est une zoonose. C'est une maladie des chèvres, c'est une zoonose. Si vous pouvez, à partir de cette zoonose, en principe, elle n'est pas transmissible, mais vous pouvez avoir quelques cas sporadiques autour, en particulier chez ceux qui soignent les malades. Parce que ceux qui soignent les malades sont en contact avec la respiration, le sang, les urines, et donc il peut y avoir un mode de contamination. Ils peuvent se piquer, il peut y avoir un mode de contamination. Et vous pouvez avoir quelques cas groupés comme ça. Et puis, ça peut s'arrêter là. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour les deux nouveaux corona épidémiques, le SARS-1 et le MERS-corona. Ça s'est arrêté aux soignants, les quelques cas familiaux. Ça veut dire que ce n'est pas très contagieux chez l'homme. Et puis, ça peut devenir contagieux chez l'homme. Pour pouvoir donner... Donc, il y a des épidémies chez les animaux. On appelle ça des épizooties aussi. Et donc, ça risque de donner des épidémies. Il y a plus de chances qu'on soit infecté par celles-là que celles qui ne sont pas épidémiques chez les animaux. Et puis, ça peut donner des épidémies chez l'homme. Pour qu'il y ait une épizootie, pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il y ait beaucoup d'animaux de la même espèce ou d'hommes, et qu'ils aient une très grande promiscuité. D'accord ? Il faut que ce soit dense et nombreux. Dense et nombreux dans la nature, c'est beaucoup les chauves-souris. Dans une grotte de chauves-souris, vous pouvez avoir 1 à 4 millions d'animaux. Si vous voyez les images de grottes de chauves-souris, regardez sur Internet, si vous voulez, vous voyez des millions de bestioles qui se frottent les ailes contre les ailes, qui ont une densité absolument exceptionnelle. Et donc vous vous dites, s'il y a un virus là-dedans, qu'est-ce que ça va donner ? Ça donne ça donne des dizaines ou des centaines de corona, par exemple, chez les chauves-souris, dont au moins 4 étaient stabilisés déjà chez nous, c'est le coronavirus endémique, qui existe depuis longtemps. Nous, on a des traces de coronavirus au XVIe siècle. D'accord ? Donc, c'est pas hier. Hein. Et chez les souris, il y en a plein d'autres. Hein. Chez les chauves-souris, il y en a plein d'autres. Il y a aussi le jumeau du virus de la rougeole. Donc, on peut toujours penser qu'on va éradiquer la rougeole, mais ça, c'est encore une idée à Bill Gates. Il y a le jumeau du virus des oreillons. Il y a le jumeau du virus de parainfluenzé. Ça, c'est rien qu'au Gabon, parce qu'il y a un très, très grand virologue allemand qui a travaillé avec les Gabonais sur la flore virales des chauves-souris. Donc les chauves-souris sont un réservoir de virus, absolument. Le deuxième très très gros réservoir sauvage, c'est les muridés, les rats, très très gros réservoir sauvage. Et puis, nous, on s'en est mêlés, les hommes. Et donc nous, on a détruit quasiment tous les animaux sauvages, 90% des animaux sauvages, presque tout. Dans les mammifères, il doit rester 2% de mammifères sauvages. Dans les oiseaux, pas moins de 2%. Tout le reste, c'est que des animaux d'élevage, chez nous. Et tout est d'abord chez les oiseaux, les poules. Donc à peu près 70% des oiseaux à la surface de la Terre sont des poules. D'accord ? Et des poules qui ont alors une densité et une promiscuité qui est hallucinante.
Là, vous en voyez aussi des centaines de milliers dans des anglos qui se touchent. Et donc ça produit des virus d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est l'origine du virus de la grippe, bien sûr, des virus grippaux. Pas que ça, demain on aura d'autres choses. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas le faire. Enfin, si vous voulez créer des choses, les types qui imaginent qu'on va créer des virus dans le laboratoire de Wuhan, de mon point de vue, ne sont pas lucides. Hein. Là où se créent les virus, effectivement, c'est dans les grottes de chauves-souris, dans les élevages d'animaux. D'ailleurs, si je ne l'ai pas raconté là-dessus, je vais vous dire, écoutez, voilà, vous savez que c'est une chose très intéressante. C'est une légende d'une complexité par laquelle je suis arrivé par des détours assez intéressants. Enfin, peu importe. Les femmes font plus d'infections urinaires que les hommes. Je suis désolé, c'est une grande injustice. Je n'y peux rien. Je n'ai pas d'issue. C'est pas ma faute. D'accord. Au moins 10 fois plus. D'accord. Cystite. Voilà. Ça commence tout de la puberté. Et en général, elles sont empoisonnées comme ça pendant des années. Alors, la première question, nous on travaille sur le microbiote, ça a été pourquoi les femmes font des infections urinaires plus souvent que les hommes. Et alors, il y avait une idée qui est encore dans la plupart des esprits. Nous, on a fait 2 papiers là-dessus pour pouvoir publier ces papiers, ça a été un enfer. C'est de dire que ça remontait par le vagin. C'est une idée à la con. Les petites bêtes ne remontent pas comme ça. Et d'ailleurs, ça n'explique pas pourquoi les hommes font aussi de temps en temps des infections urinaires, même qu'il n'y ait pas de vagin. Et on n'a pas réussi à dire que les hommes qui avaient des organes génitaux plus petits avaient plus d'infections urinaires que ceux qui avaient des plus longs. Donc l'idée que c'était la distance est une idée qui n'est pas recouverte par des faits observables, en tout cas. Vous voyez. Donc c'est pas vrai. Donc nous, on a prouvé qu'en réalité, ça venait du tube digestif directement. D'accord ? La deuxième chose que je regrette de ne pas avoir découvert, mais qu'il y a des collègues américains qui ont trouvé, c'est qu'en réalité, les urines n'étaient jamais stériles et qu'il y avait un microbiote urinaire dans la vessie, qu'il y avait toujours des bactéries dans la vessie. Et donc, ce qui change, c'est soit qu'il y a des bactéries invasives qui arrivent au milieu de bactéries qui n'étaient pas invasives, soit qu'il y a un changement d'écosystème, la grossesse. On sait qu'il y a plus d'infections urinaires chez les femmes post-coïtales. Quelque chose qui s'est passé. Donc il y a des gens qui ont dit peut-être c'est l'ocytocine qui fait qu'on trouve à la fois après le coït et pendant la grossesse, qui favorise, puisqu'elle modifie la circulation urinaire, qui favorise les infections urinaires chez les femmes. C'est possible. Chez les hommes, l'ocytocine, ce n'est pas tellement notre truc à nous. Donc c'est peut-être ça. Chez les infections urinaires, on ne sait pas pourquoi, de temps en temps, il y a plus d'infections urinaires, puis on regarde, nous, ce que sont les infections urinaires, et pareil, on est à l'ère de la génétique. Donc, les gens avaient tous leur explication. Ils ont expliqué aux femmes que c'était leur faute parce qu'elles ne se lavaient pas le vagin, qu'elles attrapaient. Je m'excuse, hein. C'est ce qu'ils ont raconté dans les études de médecine. Hein. Peut-être qu'on vous l'a raconté aussi. Non, ils n'ont pas osé. C'est parce qu'elles ne se nettoyaient pas assez qu'elles avaient des infections urinaires. Bon, puisque ça remontait. Ouais, donc c'est intéressant, mais ça n'explique pas une chose, c'est quand on a commencé à faire de la génétique, on s'est rendu compte que les infections urinaires, tenez-vous bien, sont épidémiques. D'accord ? On s'est rendu compte qu'en France, il y avait 27% des clones de Escherichia coli d'infections urinaires étaient les mêmes. En Angleterre, c'est monté jusqu'à 36 ou 37%. Et d'où viennent ces clones ? Bien, c'est une épidémie qui n'est pas une épidémie interhumaine, parce que quand même, on ne voit pas comment on arriverait à se foutre ça, vous voyez ? Ça vient des poules. D'accord ? C'est les poules, d'accord ? En réalité, les infections urinaires sont dues à des Escherichia coli qu'on appelle aviaires, viennent des oiseaux. D'accord ? Et donc, c'est les poules, c'est quand vous touchez le poulet, si vous voulez, même si vous ne touchez pas les excréments du poulet, vous touchez le poulet, il reste des Escherichia coli du poulet que vous bouffez. Et quand vous bouffez ou vous mettez les mains à la bouche, eh bien, vous allez avoir un Escherichia coli aviaire qui va passer dans vos urines et qui va vous foutre une infection urinaire. Oui. Là, c'est la connaissance qui est incroyable. Vous voyez ?
voyez que ça vaut le coup d'essayer d'expliquer aux gens ce qu'est la vie, parce que vous n'en savez rien. Hein. Donc, et ces épidémies, au début, c'est pareil, l'observation, heureusement, chez nous, il reste quelques observateurs, il n'y a pas que des magouilleurs ou des types qui font des spéculations par déduction. Il y a un observateur qui fait un papier, moi c'est ce qui avait attiré mon attention, il disait, regardez, c'est bizarre, il y a dans les Escherichia coli qui sont aux États-Unis, mais maintenant j'ai regardé dans le monde, c'est pareil dans le monde, ces Escherichia coli sont résistants à un seul antibiotique, qui est le Bactrim, qui est un antibiotique qui a été utilisé il y a 20 ans pour les infections urinaires, mais qui est relativement peu utilisé maintenant. Comment ça se fait que la moitié des Escherichia coli isolés des urines, maintenant, soient résistants à cet antibiotique qui n'est plus utilisé? Donc, quelque chose de très étrange. Et il pose la question, est-ce que c'est la même souche? Est-ce que c'est la même clone? Avant que la génétique, mais bien sûr, comme les scientifiques, ils lisent les meilleurs scientifiques lisent les papiers des autres. Il y en a qui lisent rien du tout, ils parlent entre eux. Ou ils vont dans les congrès, bien sûr, on raconte ce qu'a payé l'industrie, ou ce que les gens ont envie de dire, on ne peut pas le vérifier, il faut regarder les papiers, les données. Donc les gens ont commencé à faire des séquences là-dessus, on commence à faire des séquences, oui, c'est une épidémie. Et donc comment on explique une épidémie d'infection urinaire chez les humains? D'accord? Quelque chose, eh bien, c'est alimentaire, voilà. C'est à bouffer les poules. Et nous, on a trouvé, je ne sais pas si on est les premiers ou pas, qu'il y avait, on surveillait, quand je dirigeais l'IHC, on surveillait toutes les bestioles, leur origine, leur phénotype de résistance, et on a trouvé qu'il y avait des entérocoques, qui est un autre germe d'infection urinaire, c'est le numéro 2, après Escherichia coli, et on a trouvé qu'il y avait une épidémie d'entérocoques dans les quartiers nord de Marseille. D'accord? Donc on est allé voir ce qui se passait. On a été essayé. Alors, il y avait un énorme marché aux puces où on vendait des animaux dont on ne savait pas d'où ils venaient. Et on a regardé, et effectivement, les entérocoques sont aussi des animaux, des bactéries d'origine aviaire. Et il y avait très certainement, chez les gens qui fournissaient toute la volaille dans les quartiers nord, un élevage dans lequel il y avait une épidémie d'entérocoques. D'accord ? Et pareil, oui, on a une énorme épidémie de staphylocoques multirésistants. Et donc, quand vous allez entendre parler de la résistance, au début, ils parlaient de la résistance, c'est parce que les médecins généralistes font des conneries, etc. Vous savez, la résistance, on sait que ça existe. Les Suédois ont publié des trucs de résistance sur des staphylocoques du XVIIIe siècle. Donc, ce n'est pas la prescription des antibiotiques. La plus grande source de cette... Donc, on a vu, ça aussi, c'est une épidémie de staphylocoques dorés résistants, d'accord ? Et cette épidémie de staphylocoques dorés résistants, c'est les porcs. D'accord ? Parce que là aussi, il leur fait des antibiotiques à tire-larigot. Hein. Et donc, vous avez des épisodes aussi qui vont donner des fausses épidémies. C'est-à-dire, on ne comprenait pas comment vous allez avoir une septicémie à staphylocoque avec le même qu'un autre type qui n'a rien à voir, que vous n'avez jamais rencontré. Qu'est-ce que c'est le mécanisme de transmission? C'est que ce n'est pas une épidémie, c'est une épizootie transmise à l'homme. Ouais. Après, comment ça devient une épidémie, c'est une autre question. Et pour ça, il faut qu'il y ait, vous savez que c'est un moment où j'explique ça, moi je crois qu'un des facteurs de l'effondrement de toutes les civilisations urbaines, pas le seul, hein, ce sont les épidémies. Parce que dans les villes, vous avez tout, beaucoup d'humains, grande densité. Vous balancez un virus là-dedans, vous pouvez y aller. Même si vous regardez dans le Covid, hein, la proportion qu'il y a eu de morts à Paris à côté de ce qu'il y a eu dans les villages de Bourgogne, vous savez, ou de Jura, ça n'a rien à voir. Donc il y a, bien entendu, ça tombe sous le sens, hein, c'est pour pouvoir avoir une épidémie, pour qu'une épidémie se développe, il faut qu'elle puisse passer rapidement d'une cible à une autre avant que le système immunitaire ou la mort se soit débarrassé du virus. Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un à côté et que l'accélération se fait en fonction du nombre et de la densité. Voilà. Donc pour le Covid, justement, vous montrez dans votre livre qu'il y a eu 2 mutations importantes qui ont permis au virus de rester sur l'homme et de se propager, c'est ça? Oui, ce qu'on a trouvé, c'est une bonne question. Je ne vous dis pas, d'ailleurs, il faut pas... C'est une... Les gens qui pensent pareil, c'est les gens qui ne pensent pas. C'est pas compliqué. Voilà. Si vous dites que vous pensez comme moi, c'est que vous ne pensez pas, vous m'avez écouté, vous me croyez éventuellement, mais pensez pas vous-même, vous ne pensez pas. On ne peut pas être d'accord. Voilà. On ne peut pas être d'accord. Voilà. C'est surtout. On ne
peut être d'accord sur un point précis, sur un truc, mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Il n'y a que les imbéciles qui sont d'accord sur tout. Donc, les gens, quand on a contesté un des aspects de la version majoritaire, les gens pensaient qu'on pensait tous pareil, mais on ne pense pas tous pareil. Dedans, il y a des gens qui pensent comme moi, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche qui me le disent, mais je ne peux pas te le dire parce que dans mon camp, on n'a pas le droit de le dire. Il y a des gens qui croient que le virus a été inventé à Wuhan. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est pas raisonnable. Il y a des gens, vous voyez, vous ne pouvez pas clusteriser tous les gens qui ne sont pas d'accord avec la version majeure. Ceux que vous pouvez clusteriser, c'est ceux qui sont d'accord avec la version majeure. Ceux-là, oui, vous pouvez dire qu'ils pensent pareil. Et ils pensent pareil pour la même raison. Je pense que c'est épidémique aussi. J'essaierai de vous expliquer pourquoi. Tandis que les autres, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord avec un aspect ou un autre, ou un truc. Moi, je suis incapable. Encore une fois, si vous me demandez si je suis de gauche ou de droite, j'en sais rien. Moi, il y a des trucs que je pique à gauche, il y a des trucs que je pique à droite, il y a des trucs que je trouve intelligents, il y a des trucs que je trouvais intelligents chez Sarkozy, des trucs que je trouvais moins malins, il y a des trucs que je trouvais intelligents chez Hollande. Je m'en fous, moi. Hein. Ça m'est égal. Je ne suis pas un militant. Je suis un homme qui essaie de comprendre. Voilà. C'est mon métier, c'est de comprendre. Donc je ne suis pas embarqué dans une armée de pensée. Rimbaud disait « Je ne me crois pas embarqué dans une noce avec Jésus-Christ pour beau-père ». Ça, c'est joli. Toujours est-il que, voilà, sur le truc de Wuhan, je n'y crois pas pour une bonne raison. On a analysé, nous, les séquences. Vous savez, c'était un des sujets de dispute, y compris avec toute l'équipe de scientifiques qu'avait réuni Macron, et avec son scientifique en chef, et avec Véran, parce que je lui ai dit, face à face, je lui ai dit, vous savez, ce virus est en train de muter. Et il m'a réexpliqué, lui, qui est un neurologue de qualité, discuté à Grenoble, que ces virus ne mutaient pas. Moi, j'ai fait mon premier génome en 2000. À l'époque, l'Institut Pasteur ne voulait pas faire de génome microbien. D'accord ? J'ai été le premier à chaque fois à acheter toutes les machines automatiques qui permettaient de plus séquencer. D'accord ? En France et pour les laboratoires de microbiologie dans le monde. D'accord ? Quand moi j'avais mon premier séquenceur automatique, il n'y en avait pas au Massachusetts General Hospital, il n'y en avait pas au NIH. D'accord ? Pour faire de la séquence microbienne. Donc, et j'ai un ministre qui est un neurologue en déshérence, ministre de circonstance, si vous voulez, qui m'explique à moi ce que c'est qu'une séquence. Vous voyez, c'est terrifiant, non ? C'est terrifiant. Vous voyez, l'ignorance et l'arrogance de ces gens qui croient que l'autorité administrative leur donne une autorité scientifique est une chose qui est aussi stupéfiante. Vous voyez, c'est aussi étonnant que le président de l'OMS qui dit que la chloroquine est toxique. Vous voyez, c'est inouï. Ou l'autre qui a fait sa thèse sur la toxicité de l'hydroxychloroquine et qui ne regarde pas quelles sont les doses qu'on donne. Vous voyez, on vit dans un monde qui est quand même surréaliste. Hein, quand même. C'est très... Les hommes ont probablement toujours été aussi bêtes. Enfin, c'est comme ça. Toujours est-il que nous, on regarde les séquences. Donc, on a fait chez nous... Quand moi j'ai arrêté de regarder les séquences, je continue à les regarder parce qu'il y a plein de leçons. C'est la première fois qu'on a autant de séquences dans tout dans le monde. Il y a plusieurs millions de séquences du Covid qui viennent de tous les coins du monde. Et donc c'est la première fois qu'on a le déroulé d'un virus qui arrive chez l'homme et qui se développe chez l'homme. Depuis un certain tonus, on va voir comment, jusqu'à maintenant devenir un virus pratiquement aussi banal que le virus du rhume. Entre le moment où il arrive de Chine et le moment, quand il arrive en Europe, il va avoir 3 mutations, dont 2 sont très importantes. Une première mutation qui est dans le gène qui sert à reproduire le virus, l'RNA polymérase. Et cette mutation, ça a été fait par d'autres que nous, entraîne 100 fois plus d'erreurs. Donc à partir du moment où il a cette mutation, et tous les virus qu'on va retrouver dans le monde ont maintenant cette mutation, parce que ce virus est plus fit, il est plus dynamique, parce qu'il multiplie ce que nous on appelle les quasi-espèces, c'est-à-dire les différentes formes de virus, il les multiplie à une vitesse phénoménale. Et on pense que, ça c'est une théorie,
On pense que cette mutation n'existe pas ni dans le SARS-1 ni dans le MERS-CoV. Et on pense que c'est la raison pour laquelle il est devenu épidémique et pandémique. Les coronavirus, en principe, mutent très peu, c'est ça? Et celui-ci s'est mis à muter beaucoup plus vite? Ça ne veut rien dire, ça. D'accord. Non. Les virus qui sont grands tolèrent moins de mutations en général que les virus qui sont petits. Et les coronavirus que l'on a analysés jusqu'à maintenant sont des coronavirus, au moins les humains, sont stabilisés. C'est-à-dire que quand un virus est stabilisé, il a eu un très très beau papier sur le virus de l'hépatite B, en réalité, leur vitesse de changement est beaucoup plus faible. Il y a une je ne sais pas si on doit dire adaptation, parce que c'est utilisé à toutes les sauces, mais il y a un équilibre qui se fait entre l'hôte et le virus, qui fait que sa tolérance il n'y a pas moins de mutations. En tout cas, c'est mon hypothèse, parce que je sais comment ça marche, les mutations. Je sais d'où ça vient. Et ce n'est pas strictement au hasard. Donc, la tolérance au changement est moins grande dans quand la durée du rapport est importante. Voilà. Peut-être c'est comme ça dans les couples, vous voyez, quand ils vivent ensemble depuis 40 ans, moi je dis ça, parce que, avec ma femme, je vis ensemble depuis 43 ans, et la tolérance au changement est probablement moins grande que quand on est ensemble depuis 6 mois. Vous voyez, c'est pas pareil. Voilà. Il y a une adéquation qui s'est faite. Ça ne veut pas dire qu'il y a une symbiose, ça veut dire qu'il y a une adéquation qui s'est faite, on n'a pas changé génétiquement, vous voyez, mais la tolérance au changement est plutôt moins grande. Voilà. Donc en tout cas avec les virus, c'est comme ça que ça se passe. Et donc les virus récents ont une facilité à muter qui n'est pas la même. Et donc lui, ce qui s'est passé chez ce virus-là, alors bien sûr les coronavirus ont un système de contrôle de la variation, parce que comme vous faites, par définition, quand vous êtes plus grand, vous avez plus de mutations, vous devez contrôler, réparer les mutations pour pouvoir conserver un certain degré d'efficacité. Et on ne sait pas très bien d'ailleurs comment ça se répare ou si ça se sélectionne. C'est un point sur lequel on a travaillé, là, on a fait 2 papiers récents, moi je le trouve magique, sur le coronavirus et son évolution, qui montrent comment les humains sélectionnent les virus qui vont continuer l'histoire et éliminent ceux qui ne vont pas continuer l'histoire. Mais à chaque fois que vous êtes infecté par un virus, vous êtes infecté par une quantité de virus qu'on appelait, nous, la wild bunch, c'est-à-dire une dizaine, centaine de mutants différents. Et ces mutants peuvent avoir d'ailleurs des cibles à l'intérieur de vous qui sont différentes. Ce n'est pas nous qui avons décrit ça en premier, c'est les gens qui ont décrit ça pour la rougeole, par exemple. Il y a des mutants qui favorisent l'infection pulmonaire, des mutants qui favorisent l'infection viscérale. Et en fonction de la proportion de ces mutants, vous n'allez pas faire la même forme de rougeole, et ces mutants se produisent dans votre corps, bien sûr. C'est les erreurs, ou pas les erreurs, c'est les changements. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec le Covid, des personnes qui ont eu des affections très différentes selon... Oui, on a trouvé, bien sûr, et on sait que, par exemple, les séquences de virus qu'on a trouvées dans les viscères, foie par exemple, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on trouvait dans le nez. D'accord ? Donc, ce n'est pas les mêmes virus qui ont fait la même chose. C'est la wild bunch. D'accord ? C'est une horde sauvage de virus, et dedans, il y a des virus qui... voilà. Et au fur et à mesure du temps, la wild bunch qui est sélectionnée n'est pas la même. Et donc, on voit au début, c'était... il y avait des anosmies, des agueusies, beaucoup qui après ont disparu. C'était le signe cardinal du Covid, c'est qu'on ne sentait plus les odeurs, on ne sentait plus les goûts. D'accord. Dans les formes bénignes d'ailleurs, dans les formes sévères, il n'y avait plus ça, il y avait des affections pulmonaires. Donc c'est aussi une complexité, une grande complexité. Mais toujours est-il que d'où on était parti, je ne me souviens plus. Donc sur ces 2 mutations. Voilà, donc cette mutation-là, il y a une mutation dans l'ARN pol et il y a une mutation dans la spike qui augmente l'adhérence à la cible cellulaire. Donc ce virus-là est différent du virus qui est arrivé du Wuhan, et c'est lui qui devient pandémique. Donc on ne peut pas dire que la pandémie a été construite dans un laboratoire. Elle s'est faite toute seule et elle s'est faite en Europe. D'accord ?
Et sinon, on serait peut-être resté au stade de MERS ou de SARS-1. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, donc, je ne fais pas entièrement partie des complotistes, puisque je ne crois pas que c'est les Américains qui ont payé pour faire. Et je pense que c'est une idée d'imbécile. Ce qui ne m'étonne pas, d'ailleurs, c'est que c'est Fauci qui ait cette idée, parce que je pense qu'il est gâteux. On ne sait pas, et ça je peux vous le dire, et moi je sais qu'on ne sait pas, ce qui est là un élément majeur de ma recherche, c'est que la plupart du temps, je sais que je ne sais pas avant d'avoir regardé. Quand on a regardé maintenant, on a ces millions de séquences, et nous, à l'IHE, on avait fait 24 000. C'est pas mal, 24 000 séquences. Pour ça, quand je parle au ministre qui n'avait jamais vu une séquence de sa vie, j'ai eu un choc quand il m'a dit « Non, ce virus ne pas, ça m'a fait un bon effet. » Enfin... D'où j'étais parti. Donc, quand on regarde ces séquences, qu'est-ce que je veux dire ? Par rapport à Fauci. Par rapport à Fauci, voilà. L'idée, dans les séquences que l'on voit, on a deux types dans les mutations que l'on a. Je vous ai dit, tous les 15 jours, il y a une wild bunch. Okay ? Ce que les gens appellent le génome du Covid-19, c'est tout faux. Ce qu'ils appellent le génome du Covid-19, c'est le génome majoritaire. Nous, on appelle ça le génome démocratique. D'accord ? C'est celui où il y a le plus de bases à chaque point. Mais ce n'est pas vrai. On transforme quelque chose qui est très hétérogène en un objet. Vous avez compris ça ? Ensuite, si on compare cet objet, que moi j'appelle donc le génome démocratique, tous les 15 jours, dans le génome démocratique, il y a une mutation nouvelle. Et ces mutations nouvelles, elles peuvent être de deux natures, elles peuvent être de trois natures. Pour l'instant, je vous parlais de deux, parce que c'est déjà compliqué. Elles peuvent être de deux natures. Soit elles ne changent pas grand-chose, soit elles favorisent, au contraire, un rebond épidémique. Et ça, là aussi, je le regrette, ce n'est pas nous qui l'avions décrit, ça avait été décrit chez un virus de la souris, d'accord ? En disant, voilà, régulièrement, tous les 3 mois, apparaît un mutant favorable. Et nous, on avait la même chose dans le Covid. Donc tous les 15 jours, il y a une mutation intégrée dans le génome démocratique, d'accord ? Et tous les 3 mois et demi, d'accord ? Au bout de 7 mutations, le virus disparaît ou ce virus-là disparaît, s'il n'a pas de mutation favorable, ou il y a une mutation favorable et il rebondit. Ah, d'accord. D'accord. Donc, les mutations qui servent à rien, apparemment, en réalité, elles ont un effet un peu délétère qu'on n'arrive pas à identifier au départ et ça disparaît. Et donc, chaque mutant, chaque individu, nous, on a été les premiers à qualifier le nom de variant. Il a été repris 6 mois après par les Anglais et l'OMS, parce que c'est eux qui décident. Ils croient décider, mais c'est le virus qui décide en réalité. Et donc, ils font tous comme ça. Donc, ils partent doucement, ils accélèrent, ils deviennent de plus en plus contagieux, il y a des charges virales de plus en plus élevées, et puis ça diminue, et ça disparaît, sauf s'il y a un mutant qui apparaît. D'accord ? Et ces mutants, c'est les variants. D'accord ? Et donc, vous avez une nouvelle épidémie. D'accord ? Vous avez une épidémie qui est due au fait qu'il y a des mutations favorables. Ces mutations favorables, donc, elles surviennent avec une fréquence qui est ce qu'elle est, mais nous, on a analysé toutes les mutations favorables, qui sont exactement ce que cet imbécile de Fauci pensait qu'il allait pouvoir trouver à Wuhan, c'est-à-dire les gains de fonction. Aucune n'était identifiée comme étant possiblement associée à un gain de fonction. On ne savait rien. On ne sait pas prédire. Et il n'y a pas de modèle. Comment voulez-vous prédire qu'un virus va devenir épidémique chez l'homme ? Alors, il y avait l'autre, il est parti, heureusement, là, le Hollandais, c'est un bon scientifique, mais qui est complètement dérivé. Il avait fini par penser que c'est les furets qui allaient prédire les épidémies humaines. C'est comme ça qu'il nous a foutu une panique noire avec H1N1, la grippe mexicaine. La seule manière de savoir si un truc est épidémique chez l'homme, c'est de le foutre chez l'homme. Hein. Il n'y a pas d'autre manière. Même si on le voulait, ce serait très compliqué de créer un virus épidémique. Si, les Américains ont fait ça beaucoup avec les prisonniers, vous savez, mais enfin, quand même, on ne le fait plus, ça. Ils osent plus. Peut-être qu'ils le font à Guantanamo, mais enfin, en tout cas,
Ailleurs, on ne le fait pas. Voilà. Donc, deviner qu'un microbe va devenir épidémique chez l'homme, on ne sait pas le faire. Et nous, on peut dire que les mutations qui ont été associées aux variants épidémiques n'étaient absolument pas identifiées comme étant des mutations plausibles. Au contraire, on s'est même beaucoup amusé. Il y a un truc qu'on appelait le mistigris. Il y a un gène au bout du virus du corona qui a d'abord été ce qu'on appelle knockouté, c'est-à-dire il y a une mutation qui a arrêté la lecture du gène, et puis ensuite, qu'il y avait deux. Le premier cas, c'était l'anglais. Il y en avait qui avaient deux mutations, et puis ensuite, qui se dégradaient, et ensuite, qui perdaient ce gène. Et donc, en perdant ce gène, il devenait plus actif. Ce qui est quelque chose que nous, on a décrit il y a bien longtemps, on était les premiers à décrire ça chez les bactéries, en disant que les bactéries les plus pathogènes étaient les bactéries qui avaient perdu les gènes inutiles. D'accord ? Ou les gènes qui les contrôlaient. Donc, elles avaient perdu les contrôles, ou, j'en sais rien, mais en tout cas, en moyenne, les bactéries les plus épidémiques ont 30% de gènes en moins que leurs cousines germaines. D'accord ? Sur le génome. Hein. Donc, sur le virus, ça ne nous a pas surpris, donc on a appelé ça le mistigris. Et après, on a regardé si le mistigris avait aussi disparu chez les coronas endémiques. Et oui, il a disparu chez tous les coronas endémiques. Donc, alors qu'il existe chez tous les coronas de chauve-souris. Donc, le passage de la chauve-souris à l'homme, à un moment, se fait avec la perte du mistigris. D'accord ? Bien entendu, vous ne croyez pas que Fauci savait qu'il fallait enlever un bout du génome de trucs. Enfin, c'est conneries, tout ça. Ils ne savaient rien. Donc, tout ça, c'est des fantasmes. Vous voyez, c'est une partie des gens qui dirigent la science qui ont été formés aux jeux vidéo. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe la vie, hein, pas du tout. Vous voyez, c'est comme les masques. Tac, vous voyez, épidémie, moi je vous fais un jeu vidéo, on appuie sur un bouton, ils ont tous un masque, vous voyez, hop, arrête l'épidémie, ting, ting, vous voyez, passe rouge à vert, vous voyez, c'est comme ça. Bill Gates, c'est comme ça, c'est un imbécile qui joue aux jeux vidéo. Enfin, il faut aussi pareil, ils doivent jouer ensemble d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. C'est tellement mal connaître. D'ailleurs, Drosten, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un des grands virologues allemands qui a fait tout ce travail sur les coronas, dans les trucs, et il a dit, écoutez, moi aussi, si je dois changer d'avis, je changerai d'avis. Si vous me montrez des données et que je vois ça, bah, écoutez, je changerai d'avis. Mais ça paraît tellement improbable par rapport à la créativité de la nature, ça paraît tellement improbable que 4 Chinois dans un laboratoire trouvent ce qui va foutre une pandémie mondiale, c'est tellement déraisonnable, parce que les virus ne raisonnent pas comme nous du tout, vous voyez, et que vous n'avez pas de modèle. C'est pas en foutant ça chez la souris que vous allez savoir si ça fout une épidémie chez l'homme, c'est idiot. Vous voyez ? Ce qui est aussi improbable, finalement, quand on entend tout ce que vous dites, c'est de vouloir freiner une épidémie avec un vaccin, quand on a un virus, déjà qui n'est pas un virus, mais une horde de virus qui change très vite. C'est même pas ça, mais là aussi, vous savez, c'est très compliqué, parce que entre l'ignorance, la mauvaise foi et ça... c'est une des raisons, à partir de moi, c'est quand j'ai commencé déjà, il ne m'aimait pas beaucoup sur l'hydroxychloroquine, ça faisait une masse d'argent perdue, mais qui n'est pas comparable à la masse d'argent perdue avec le vaccin. C'est multiplié par 200, hein, ce qu'ils ont gagné avec le vaccin par rapport à ce qu'ils ont gagné avec le remdesivir, qui est un traitement qui ne peut pas être utile, c'est un traitement par perfusion, qui ne marche que s'il est donné précocement. Donc, si un type est précoce, vous n'allez pas le perfuser à la maison avec du remdesivir. Donc, conceptuellement, c'est idiot. Vous voyez, on n'y peut rien. Et vous pouvez expliquer ça aux gens, ils ne comprennent pas. Hein. Ils disent, mais on a dit que c'était comme ça, on a dit que c'était comme ça. Bon, c'est idiot. Quand est arrivé le vaccin, moi, j'ai expliqué une chose, parce qu'encore une fois, je connais les épidémies. D'accord ? Nous, je pense qu'on était les seuls à suivre les épidémies de coronavirus en France, avant le C19, hein, donc les coronavirus endémiques, qui tuent à peu près au même niveau, c'est-à-dire que les coronavirus endémiques diagnostiqués dans le laboratoire que je dirigeais, il y avait 2% de morts chez les gens hospitalisés. C'est pas moins que ce qu'on a maintenant. Hein. Donc c'est les infections virales chez les gens qui sont âgés, qui ont une insuffisance respiratoire, ben, écoute, c'est une des manières de mourir. Hein. Donc,
Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Donc, Oui, par rapport au pourquoi? vaccin, Hein? par rapport au vaccin, donc pourquoi Le vaccin, écoutez, ne voilà. pouvait pas marcher? Est-ce que ça marche, le vaccin contre la grippe? Non, chaque année... Est-ce que vous pensez qu'on peut éradiquer la grippe avec un vaccin? Non. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des mutants, parce qu'il n'y a aucune maladie virale respiratoire que l'on a réussi à éradiquer par un vaccin. Et bien sûr, surtout pas celles qui sont originaires de zoonoses. Ça n'existe pas. Donc, si vous me dites, écoutez, on a un vaccin, avec un peu de chance, il marchera aussi bien que contre la grippe, donc on va vacciner les gens âgés, les insuffisants respiratoires, peut-être les immunodéprimés, bon, c'est raisonnable. Si vous dites on va vacciner tout le monde, y compris sans avoir testé la contagiosité, dont moi je présumais que ça ne marcherait pas, et j'ai su très tôt que ça ne marchait pas, parce que la différence, moi je ne suis pas dans un ministère, moi j'avais un panneau chez moi, on testait jusqu'à 3000 personnes par jour. D'accord? Parce que quand même, il faut bien reconnaître que jamais personne au monde n'a traité, sauf peut-être dans des centres chinois, autant de Covid et n'a testé autant de personnes. Vous étiez les premiers d'ailleurs à tester. Bien sûr, bien sûr. À Paris, ils refusaient de les tester, les malheureux. Donc on a testé, je ne sais pas combien, 220 000. Bon, on a fait 1,2 million de tests qui correspondaient à 200 000 personnes, 220 000. À l'intérieur de ça, à chaque fois on leur téléphonait. On a eu toute une armée de bénévoles qui nous aidaient pour leur téléphoner le résultat le jour même, parce que le type était angoissé quand on fait un truc pareil. Et s'ils étaient positifs, on leur demandait, est-ce que vous voulez qu'on vous soigne? Tout le monde savait très bien que parmi les traitements qu'on leur proposerait, il y aurait l'hydroxychloroquine. S'ils ne la voulaient pas, on leur donnait autre chose. On ne faisait pas une expérimentation, c'était le seul traitement qu'on connaissait nous. Il y en avait d'autres, hein, le curcuma, on sait que ça marche très bien, il y a plein de traitements, la vitamine D plus le zinc, ça marche très bien, donc il y a plein de traitements, mais qui ne rapportent pas d'argent. Donc il aurait fallu que ce soit les États qui les organisent, vous voyez. Et les États n'ont organisé aucune évaluation de médicaments non rentables. Donc, on a confié à l'industrie pharmaceutique le soin de lutter contre une épidémie. Tous les États, 100%, au moins les États occidentaux, n'ont rien testé. Ça n'a pas été le cas de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Inde, qui, eux, ont fait... Attendez, bien Madagascar gentil, aussi. On ne va pas acheter votre prix. On va commencer par tester les oui. autres. Hein. Donc, c'est très intéressant. C'est que d'où j'étais parti. Donc pour le vaccin, par ailleurs, il y avait un point très particulier que nous avions démontré. On avait montré, on était les premiers à publier à faire une publication incontestable sur le fait qu'à 6 mois d'intervalle, on pouvait faire 2 Covid-19 avec 2 variants différents. Après, d'autres l'ont publié. Mais nous, on avait séquencé les 2 variants et on avait pris le prélèvement, on avait fait la séquence de gènes humains variables pour montrer qu'on ne s'était pas trompé de tube. Ça peut arriver. Donc, les gens auraient pu dire, non mais attendez, peut-être que vous êtes échangés, vous êtes 2 virus différents, mais c'était 2 prélèvements d'humains différents. Donc on a publié ça. Regardez, c'est la même personne. Elle a 2 virus différents, elle est 2 fois malade, à 6 mois d'intervalle. Et on n'a pas d'exemple dans la littérature de maladies qui ne soient pas immunisantes, comme celle-là, pour lesquelles il y a un vaccin qui marche. Parce que les vaccins, quand ça marche, c'est des maladies que vous faites une seule fois. La rougeole, la rubéole, la variole, les oreillons, on fait ça une fois. Si vous la faites tous les ans, il n'y a pas de vaccin qui marche, vous êtes dans le cadre de la grippe, encore une fois. Tout ça, c'est du bon sens, vous n'avez qu'à écouter. Hein. Oui. Mais quand vous dites ça, alors quoi? Vous allez faire que Pfizer, tout ça, va perdre 200 milliards. 200 milliards, vous vous rendez compte ce que c'est 200 milliards? Vous avez une idée? Est-ce que c'est un truc de fou, 200 milliards? On ne peut pas, moi je veux bien dire, on ne peut pas lutter contre ça. On ne peut pas lutter. Sauf avec un élément chaotique qui sera l'élection de Trump, pour voir ce qu'il va leur faire. S'il leur fait ce que leur a promis Kennedy, ça va être assez chaud. Hein. Oui, alors Kennedy, il y va fort là dans ce qu'il Ah propose. oui, mais a priori, leur idée, c'est qu'ils doivent finir en prison. Je suis d'accord, hein, tous les deux. Ah oui. Ah oui, oui.